20h30 à Paris, la suite de l'essentiel. Dans un instant, on va plus loin. Pour nous accompagner ce soir, Marie-Roger Biloa, directrice de MRB Productions. En face de vous, Antoine Mariotti, chroniqueur international à France 24. Bonsoir à tous les deux. Des sites militaires iraniens à l'entrée du détroit d'Ormuz. C'est ce qu'ont visé les États-Unis dans leur dernière frappe. Et Donald Trump de menacer de bombarder la semaine prochaine des centrales électriques, faute d'accord. Sébastien Lecornu est attendu ce mercredi soir au Maroc, l'un des premiers déplacements à l'étranger pour le Premier ministre français. Accompagné d'une douzaine de ministres, il vient consolider le rapprochement initié ces dernières années entre Paris et Rabat. Les États-Unis ont de nouveau frappé l'Iran. 90 minutes de bombardement visant des cibles iraniennes à l'entrée du détroit d'Ormuz. Détroit qui restera fermé, assure Téhéran, tant que l'agression américaine continuera et menace de verrouiller d'autres voies d'exportation de gaz et de pétrole. Alexandra Corani. Avec cette image publiée sur le réseau social X, le CENTCOM officialise la reprise du blocus des ports iraniens. Et comme les nuits précédentes, le centre de commandement américain fait état de plusieurs frappes sur le territoire, menées à l'aide d'avions de chasse, de drones et de navires de guerre. Un peu plus tôt, le président des États-Unis avait mis en garde Téhéran et menaçait de s'en prendre aux infrastructures civiles. La semaine prochaine, ce sera le tour des centrales électriques, puis celui des ponts. Nous allons détruire toutes leurs centrales électriques, nous allons détruire leurs ponts, à moins qu'ils ne s'assoient à la table des négociations. L'Iran, de son côté, reste inflexible et rejette la responsabilité de la rupture du cessez-le-feu sur les États-Unis. L'Iran n'a jamais quitté la table des négociations. Ce sont les États-Unis qui ont rompu le protocole d'accord d'Islamabad. Nous n'avons rien fait de tel. Le fait qu'ils souhaitent que l'Iran revienne à la table des négociations est une demande qui ne sera pas satisfaite. En riposte aux attaques sur son sol, Téhéran revendique des frappes sur des sites américains au Koweït, en Jordanie et à Bahreïn. Et dans un communiqué, les gardiens de la Révolution précisent que le détroit d'Ormuz restera fermé jusqu'à la fin de ce qu'ils qualifient d'acte d'agression des États-Unis. Alors ce blocage des ports iraniens, Marie-Roger Biloa, est-ce que c'est une stratégie qui peut s'avérer payante pour Washington? Est-ce que finalement Téhéran va pouvoir le surmonter comme ça ad vitam aeternam? Là, Trump, pour une fois, il n'a pas eu ça souvent. Il est tombé sur un adversaire qui ne réagit pas forcément, qui ne peut pas forcément influencer avec ses tweets incendiaires ou bien ses tarifs douaniers, la menace d'imposer des tarifs douaniers. C'est quelqu'un qui lui résiste. Et donc là, lorsqu'il dit on va prendre possession du détroit d'Ormuz, on entend les spécialistes militaires dire à la limite, il peut bombarder, il peut faire beaucoup de dégâts, certes, mais est-ce qu'il peut tenir le détroit? Comment il veut faire? Parce qu'il suffira à un moment donné que les Iraniens n'ont pas à se battre tous les jours. Il suffirait seulement qu'ils agissent de temps en temps. Ils empêchent, ils bombardent, ils empêchent certains navires de passer. Et il y aura l'effet de dissuasion qui sera net. Il y a beaucoup de vaisseaux qui ne voudront plus s'aventurer dans la zone. Donc comment on peut tenir ce genre de siège de manière durable quand on connaît les Iraniens et qu'ils n'ont certainement pas envie de se laisser faire. Et c'est très facile pour eux de résister, comme je dis, parce que ils n'ont pas à faire une guerre de tous les instants. Il suffira juste de temps en temps de créer de la dissuasion. Et beaucoup de gens ne viendront plus. Antoine, ce blocage du détroit d'Ormuz, il sert de levier d'action pour l'Iran vis-à-vis des États-Unis, bien sûr, mais est-ce que c'est efficace en tout cas, jusqu'à quel point? Mais c'est vrai qu'il suffit une fois de temps en temps, je rejoins complètement Marie-Roger, de finalement d'avoir une frappe de temps en temps, une action de temps en temps, pour qu'en fait il y ait une instabilité. Il n'y a rien que les économistes aiment moins que la stabilité. C'est vraiment. On voit d'ailleurs sur les prix du pétrole récents. Et ça joue évidemment sur les prix du pétrole. Et je rappelle que Donald Trump, lorsqu'il est venu à Évian, a reconnu que c'était l'indicateur qu'il regardait en particulier, ce qui est un peu fou quand on pense à la situation. Donc, est-ce que ça peut avoir un impact? Oui.
Et en fait, on voit bien que les deux camps essayent de jouer sur Hormuz en disant c'est nous qui faisons un blocus, non c'est nous qui faisons un blocus, on fait un meilleur blocus que vous, tout le monde peut passer mais pas vous, mais si nous on peut pas passer, personne ne peut passer. Enfin, vous voyez, on est un peu parfois dans une cour d'école, sauf qu'il y a des enjeux qui sont évidemment extrêmement importants, des enjeux économiques, des enjeux infrastructurels, des enjeux humains. Il y a eu des morts en Iran ces derniers jours lors des frappes américaines. Donc c'est important, et en même temps les deux ont un véritable impact. Mais dans tous les cas, tout le monde est perdant. Et c'est là où on voit bien que ça c'est limite forcément. Parce que certes, l'économie iranienne va mal, elle est étouffée. Certes, c'est encore pire avec toutes ces frappes depuis des mois, évidemment. Mais ça fait des années que je travaille sur l'Iran, des années. Il y a plus de 10 ans qu'on me dit qu'ils sont à deux doigts de tout lâcher et de tomber parce que ils sont étouffés économiquement. Et au final, ils sont encore là. Et ils sont même plus forts qu'hier et qu'avant-hier. Donc, il faut être très prudent sur ce côté-là, parce qu'on a ce regard très occidental, mais il faut faire attention parce que la réalité des choses, c'est que l'Iran résiste, a toujours ce levier-là, et en même temps, les États-Unis ont toujours ce levier-là qui fait mal aussi à l'Iran parce qu'ils ne peuvent pas exporter le peu de pétrole qu'ils peuvent exporter, notamment vers la Chine, parce que je rappelle qu'il y a des sanctions qui les empêchent d'exporter leur pétrole vers l'Europe, par exemple, ou ailleurs. On voit que cette surenchère a même donné lieu à cette situation. On parlait de ces droits douaniers, puisque Donald Trump a évoqué en début de semaine un droit de passage sur les navires avant finalement de rétro-pédaler. Alors ça donnait aussi de la crédibilité à cette idée iranienne que de taxer finalement ce passage dans le détroit d'Ormuz. Et il préfère des accords avec les États du Golfe, c'est-à-dire que l'homme des deals, comme on présente souvent Donald Trump, là aussi il va essayer de trouver cette solution de ce côté-là. L'homme des deals, mais il y a rarement des deals qui durent beaucoup finalement avec Trump, ou des vrais deals. C'est comme quand il nous dit qu'il a arrêté je ne sais plus combien de guerres, on ne sait même plus qu'on les compter. Souvent, parfois, c'était soit une escarmouche qui est soi-disant c'est une règle qui est terminée, comme si aujourd'hui, entre le Pakistan et l'Inde, tout était réglé ad vitam aeternam. Je veux bien qu'on comprenne les paris. Gaza, on a mis la poussière sous le tapis parce qu'il y a toujours des morts tous les jours à Gaza. Il y a toujours une partie importante du territoire qui est occupée par Israël. Donc tout n'est pas fini et ce n'est pas terminé à Gaza. Au Liban, on voit bien que c'est pire qu'avant parce que désormais il y a une occupation libanaise qui est une conséquence israélienne du Liban, qui est une conséquence directe de cette guerre israélo-américaine menée en Iran. Donc bon, et on voit bien qu'avec l'Iran qui, et je vous rejoins complètement, tient tête à Donald Trump et qui montre une nouvelle fois finalement que quand on tient tête à Donald Trump, eh bien il a tendance à baisser un peu la garde et à ne pas être aussi fort que ça. C'est beaucoup d'esbrouf concrètement. Quand on voit toutes les lignes rouges, je rappelle juste une chose, quand il y a eu cette opération militaire en Iran, cette guerre en Iran qui a évidemment été militairement parlant largement en faveur des États-Unis et d'Israël, mais derrière il y a eu un plan en 12 points qui était une reddition demandée par 14. Donald Trump, 14, allons-y pour 14, et qui était une reddition totale. Ils ont dit ils vont signer ça et puis comme ça c'est tout et puis ce sera comme ça qu'on va en finir. Et ils n'ont jamais refusé. Il n'y a pas un seul de ces points sur lesquels aujourd'hui l'Iran a accepté. Donc c'est l'homme des deals, mais de quel deal? Il n'y arrive pas. Et en Iran, il n'y arrive pas. Il y a eu un accord intérimaire complètement vide sur lequel même les pire ligne rouge des États-Unis, les missiles balistiques par exemple iraniens. Pendant un moment, officiellement, la guerre était pour cette raison-là. Et derrière, il nous dit, c'est un pays comme un autre, ils ont le droit d'avoir des missiles balistiques. Mais dans ce cas-là, pourquoi fait-on cette guerre? Pourquoi faites-vous cette guerre, monsieur Trump? Donc vous voyez, ça revient en permanence. Et donc, le côté accord, on attend de voir, mais pour l'instant, ils n'y arrivent pas du tout. Et même s'ils sont dans une situation difficile, les Iraniens, ils ont du temps, ils n'ont pas de problème à attendre novembre les élections de mi-mandat, par exemple. Les Iraniens jouent précisément sur cette communication américaine parfois hasardeuse. Ils jouent sur tout ce qu'ils peuvent et ils ont bien compris leur principale carte maîtresse, le détroit d'Ormuz. Donc, c'est-à-dire, comme le rappelle Antoine, il y a une façon de regarder l'Iran quand on est en Europe et une autre quand on est de l'autre côté du monde. On n'oublie pas que l'Iran a été trahi chaque fois qu'elle négociait, c'est à ce moment-là qu'elle était bombardée, que ce fameux accord de 14 points n'a pas été respecté, puisque le premier point, c'était cesser le feu, y compris au Liban. Ça n'a jamais été respecté. Tout ce qu'on a promis à l'Iran dans le contrat n'a jamais été respecté. Donc, à partir d'aujourd'hui, on voit bien que c'est une guerre d'ego maintenant, parce que les Iraniens payent un lourd tribut à tout ça. Ça leur fait pas du bien. On peut pas dire que c'est des gens qui sont heureux de voir leur économie affaiblie et de plus en plus. Mais
il faut toujours rappeler que même avec le fameux JCPOA, que maintenant tout le monde trouve que c'est un superbe contrat, ce qui était en tout cas un accord beaucoup meilleur que tout ce qu'on pourra avoir aujourd'hui, même à cette époque, les contraintes et les sanctions, toutes les sanctions n'ont pas été levées. Tout ce qui était, la plupart des sanctions indiquées dans ce contrat n'étaient pas levées, et notamment pour l'argent, c'est-à-dire la restitution des fonds. Donc l'Iran se dit, mais perdu pour perdu, on ne cédera plus jamais. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont à gagner? C'est une question simple. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à lâcher le détroit d'Ormuz? Absolument rien. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a entendu partout que oui, c'est des petites frappes et on voit que ça augmente. Mais personne n'a envie vraiment de recommencer une pleine guerre de part et d'autre. Mais on voit bien que la guerre a totalement repris. C'est-à-dire, ça fait 5 jours de suite qu'ils bombardent tout ce qu'ils peuvent et que les Américains menacent même maintenant de s'en prendre à des cibles civiles. Donc ça, c'est de l'escalade. Et donc, Trump est reparti dans la guerre. Sauf qu'on sait que Donald Trump, précisément, n'a pas envie non plus de prendre le risque d'une guerre longue, puisque on sait aussi que ça ne fait pas l'unanimité au sein de son opinion publique. Il l'avait dit quand il est arrivé qu'avec lui, il n'y aurait pas de guerre. Mais il n'y aurait même pas eu la guerre en Iran. Il y a quand même beaucoup de forces aussi qui le poussent. Je lisais certains commentaires dans la presse américaine. Cette histoire que les services israéliens ont fait savoir que les Iraniens essayaient d'assassiner Trump, ils considèrent que ça fait partie des manœuvres pour faire pression sur Trump pour qu'il reprenne la guerre. Parce qu'on sait, il est des notoriétés publiques que les Israéliens n'étaient pas contents de ce cessez-le-feu. Ils voudraient que ça continue. Donc, on ne sait pas ce que veut Trump. Peut-être que ce qu'il veut, il l'exprime, mais on ne voit pas. Ce qu'il fait est toujours contraire, et souvent contraire à ce qu'il dit vouloir. Donc, on en est là. Et juste pour rebondir sur ce que disait Marie-Roger, qui est un point intéressant dont on ne parle pas souvent, sur notamment la question des sanctions. Il y avait en effet des fonds gelés. Je rappelle d'ailleurs que Donald Trump poussait des cris d'orfraie parce qu'il y avait 1,7 milliard qui appartenait à l'Iran, qui avait été débloqué par l'administration Obama après l'accord, parce qu'il y avait un accord diplomatique. Aujourd'hui, il propose un fonds de 300 milliards qui serait alimenté par les pays du Golfe, évidemment, parce que vous avez été ciblé en représailles de notre propre guerre, on n'a pas pu vous défendre, et en plus c'est à vous de payer pour la reconstruction d'un pays que l'on est en train nous-mêmes de détruire. Vous voyez un peu l'histoire quand même. Mais dans ces sanctions, il y avait aussi des sanctions américaines qui n'étaient pas levées pour les Européens, notamment. C'est-à-dire que moi qui ai beaucoup suivi ces questions-là, j'ai été avec les entreprises françaises en Iran au lendemain de cet accord-là à plusieurs reprises. J'ai suivi 4 fois, notamment dans des voyages. Il y avait une espèce d'Eldorado iranien. Il y avait tous ces marchés à reconquérir. Vous comprenez, ils avaient des avions qui dataient d'il y a 40 ans, des voitures, etc. Donc toutes les entreprises européennes et du monde allaient sur place pour avoir des accords. Jusqu'au moment où ils ont vu que les Américains levaient les sanctions pour les Américains, mais pas pour les Européens. Donc du coup, ça a bloqué. Donc si vous voulez, ça a rompu une confiance aussi des Iraniens. Attention, je suis pas en train de défendre les Iraniens, qui est un régime autoritaire, sont très clairs, qui massacre son opposition, etc. Mais il faut s'inscrire dans l'histoire et comprendre leur point de vue pour comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui. Et à ce moment-là, ils se sont dit, tiens, mais on ne peut pas faire confiance. Et alors qu'ils respectaient l'accord, notamment sur les points de vue économiques, eh bien, c'est Donald Trump qui, en 2018, unilatéralement décide de ressortir. Donc, ils disent, on a fait des années de négociations, on est d'accord, on respecte le deal sur lequel on a tous été d'accord, et c'était pas juste Obama, il y avait les Russes, il y avait les Chinois, il y avait les Français, il y avait les Britanniques, les Allemands autour de la table, l'Union européenne. C'était un accord costaud. On aurait pu penser qu'il aurait dû durer plus longtemps, mais en tout cas, il était costaud. Et ça, c'est comme le fait que les Iraniens reparlent souvent de la guerre en Irak sans vouloir aller trop loin, mais quand il y a eu des attaques chimiques contre leur territoire menées par Saddam Hussein, eh bien, les Européens continuaient de traiter avec Saddam Hussein et n'ont pas défendu les Iraniens. Et c'est là aussi qu'ils ont dit, nous, on doit apprendre à se défendre nous-mêmes. Je ne dis pas qu'ils avaient le droit d'avoir une bombe nucléaire naturellement, mais c'est dans la psyché iranienne et dans la confiance. Donc la confiance, elle n'y est pas, elle est moins que jamais. Et en plus, il y a cette volonté sans doute de faire payer Donald Trump pour être sorti de l'accord du nucléaire unilatéralement en 2018. Sur ce protocole d'accord du 17 juin, cette fois, quand on le regarde dans le détail, est-ce qu'il est encore possible qu'il soit mis en place, comme le disait en début de semaine Donald Trump? On sait qu'il est imprévisible, mais c'est vrai que ce protocole d'accord, il est clairement favorable à l'Iran.
Oui, mais en fait, ce protocole d'accord, c'est une manière de dire, OK, on a au moins réussi à avoir une étape où on se met d'accord et à se parler, à se serrer la main. Concrètement, c'est ça. Parce qu'il est vide, il n'apporte rien. Quand derrière, Donald Trump nous dit dans 60 jours, on va avoir un accord définitif et on va passer ces 2 mois à les négocier et ça va être beaucoup plus simple que cet accord intérimaire, c'est pas vrai. Tout ou presque est à construire dans cette deuxième partie. Sur le nucléaire iranien, sur les missiles balistiques, sur l'économie, sur Hormuz, sur les réparations de guerre, sur tout. Donc il y a 95% du boulot qui reste à faire, si vous me permettez cette expression-là. Pour autant, du coup, ça facilite les choses pour revenir à cet accord. Si tout le monde dit, bon, bah, écoutez, on arrête, on se met d'accord pour repartir autour de la table, on repart sur cet accord intérimaire, appelons-le comme ça, et on repart sur de vraies négociations pour aller au bout des sujets et avoir un accord définitif, oui, c'est possible. Moi, je pense que ça peut même arriver dans 2 heures ou dans 24 heures. Mais la difficulté, c'est que l'étape d'après, qui est l'accord définitif, moi, j'ai beaucoup de mal à voir comment ils vont y arriver réellement. Et ça revient sur Donald Trump qui, à la fois, ne peut pas abandonner et en même temps ne peut pas paraître faible. Donc, il est obligé de refrapper quand il estime que les Iraniens ne tiennent pas parole. Ben, cet accord n'était pas définitif, mais n'était pas aussi vite que ça. Parce que quand il dit, par exemple, cesser le feu immédiat, y compris pour le Liban, c'est important. Si ça s'arrête pour le Liban, voilà. Et effectivement, il prévoyait 60 jours pour négocier, maintenant entrer dans le dur. Mais c'était important. Il y avait c'est important, je suis d'accord. Il y avait certaines choses qui auraient pu même recréer la confiance. Même si Israël n'était pas d'accord et que c'est eux qui sont évidemment. Et pas les Américains qui sont au Liban. On est d'accord. Mais c'était un accord qui pouvait reconstruire un peu de confiance entre les deux. Parce que si déjà, on voyait bien, les Américains disent cesser le feu, même au Liban, ça s'arrête. Bah, ça continue. Il y avait des dispositions concernant un peu le dégel des fonds. Rien n'a été fait, etc., etc. Donc, c'est ça qui fait qu'il n'a pas de valeur, parce qu'il n'a pas été appliqué. Mais c'était important, les différentes mesures qui étaient discutées. Alors, dans ce contexte précisément, Antoine, Israël, de son côté, semble être sur le pied de guerre, en tout cas prêt à y aller. Pour que l'État hébreu saute le pas, alors il faut certainement, évidemment, le feu vert de Washington, mais est-ce qu'il faut une ligne rouge que devrait franchir Téhéran ? C'est assez délicat parce que les Iraniens et les Américains, concrètement, voudraient que ça s'arrête et que chacun reparte chez soi et s'occupe de ses affaires. Et en même temps, il y a les égos, comme vous disiez, Marie-Roger, il y a tout ça et on a du mal à trouver une réelle sortie. Et que, comme je le disais à l'instant, avoir un accord définitif, c'est une autre paire de manches parce qu'il y a des choses qui sont très longues à négocier. Le nucléaire iranien, c'est long, c'est compliqué à négocier. Moi qui avais suivi dans les coulisses ces négociations, je peux vous garantir que les négociateurs qui travaillaient dessus depuis des mois, parfois des années, me disaient je sors d'une réunion, honnêtement, j'y comprends plus rien. Ce sont nos experts techniques qui prennent le relais parce que là, on arrive dans des niveaux qui sont trop compliqués. Pour vous dire la complexité de ces sujets-là, ça se fait pas sur un bout de table autour d'une brasserie dans le coin. Donc voilà. Et côté israélien, vous avez un gouvernement qui a envie de continuer à frapper au Liban, qui a dit qu'il ne quitterait pas le Liban, au même titre qu'ils ne quitteront pas Gaza, qui ont des élections au mois de novembre, qui ont besoin de paraître forts, d'avoir ces conflits-là qui empêchent d'avoir de réelles enquêtes sur ce qui s'est passé le 7 octobre et qui font passer pour ceux qui sont les garants de la sécurité du pays, alors que le pays n'a jamais été autant en difficulté depuis de très nombreuses années de par leurs opérations va en guerre. Donc c'est extrêmement délicat parce qu'il y a des intérêts personnels, politiques, économiques qui sont parfois très contradictoires dans un même camp et c'est ce qui fait toute la complexité de cette situation que l'on essaye désespérément de rendre intelligible pour nos téléspectateurs, mais qui évidemment est complexe et très volatile. Très rapidement avant qu'on passe. C'est vrai que c'est très complexe et aujourd'hui, les Israéliens, on sait, ils veulent en finir avec l'Iran, mais aujourd'hui, les citoyens israéliens, selon des sondages, disent se sentir moins en sécurité maintenant, depuis que la guerre a commencé, qu'avant vis-à-vis de l'Iran. Et pourtant, ils poussent. Eux-mêmes, ils sont vraiment à un pourcentage très élevé derrière cette guerre. La visite de Sébastien Lecornu au Maroc, il est attendu ce soir. Le Premier ministre français, l'un de ses premiers déplacements à l'étranger, donc après le Qatar, accompagné d'une douzaine de ministres, il vient consolider ce rapprochement initié ces dernières années entre Paris et Rabat. Étienne Paponneau. C'est une visite
doublement importante qu'entreprend Sébastien Lecornu au Maroc. Un premier déplacement à l'étranger en tant que Premier ministre pour consolider le nouveau cycle des relations entre Paris et Rabat. Accompagné d'une douzaine de ministres, le locataire de Matignon retrouvera son homologue marocain Aziz Arhanouch pour un entretien bilatéral jeudi. Les relations franco-marocaines sont au beau fixe depuis que le président français Emmanuel Macron a reconnu à l'été 2024 la souveraineté du royaume sur le territoire disputé du Sahara occidental. Un positionnement confirmé en octobre de la même année devant le Parlement marocain. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Une visite d'État assortie de rencontres ministérielles pour tourner la page de 3 années de tensions, notamment nourries par des soupçons d'espionnage et la crise des visas. Aujourd'hui, le Maroc fait figure de priorité de la diplomatie française au Maghreb, malgré le fragile réchauffement ces derniers mois des relations franco-algériennes. Avec Rabat, la coopération sécuritaire, migratoire et judiciaire a repris, alors que de nouveaux investissements français et des partenariats, notamment en matière d'armement et de nucléaire civil, devraient être discutés. Selon le média marocain Le Desk, le méga-projet de connexion sous-marine entre les réseaux électriques français et marocains devrait également être au cœur des discussions. Ces échanges doivent préparer la visite du roi Mohamed VI en France cet automne et la signature d'un traité consacrant un partenariat dit d'exception entre Paris et Rabat. Alors on évoque plusieurs accords, en tout cas c'est ce à quoi il faut s'attendre dans plusieurs domaines. Marie-Roger, cette visite aussi au Maroc, le Maroc peut jouer un rôle pour Paris dans la lutte contre le djihadisme au Sahel ? Oui, forcément, parce qu'il y a toujours il y a une composante sécuritaire. Mais je pense que la centralité du Maroc dans la politique française au Maghreb relève surtout de ce que le Maroc est devenu un peu un hub pour vers l'Afrique subsaharienne. Je crois que ça, c'est très important. Parce que on a, maintenant que c'est tranché, la France a tranché pour le Maroc par rapport à l'Algérie, parce qu'il y avait toujours beaucoup de réticence à favoriser sur le Sahara occidental. La France avait toujours des positions, avait été dans une situation délicate. Maintenant, c'est la diplomatie marocaine qui est l'une des plus actives du continent. Mais vraiment, ils ont gagné. La France, le Maroc a gagné par rapport à l'Algérie que l'Afrique majoritairement soutenait. C'est-à-dire, cette cause des Sahraouis, l'indépendance du Sahara espagnol, était populaire auprès, je dirais, par exemple, de l'Union africaine, dont les chefs d'État, etc. Surtout que le Maroc était parti, avait quitté l'organisation à cause de cette histoire. Et donc, depuis son retour en 2017, le Maroc a une diplomatie économique qui est extrêmement florissante. Les banques marocaines sont dans plus de 20 pays en Afrique de l'Ouest. La téléphonie, Air Royal, Air Maroc, je sais pas, il y a 200, 300 entreprises marocaines qui travaillent sur cette zone-là. Et il y a, par exemple, sur le plan énergétique, ce projet de gazoduc qui partirait du Nigeria, qui traverserait une douzaine de pays, des dizaines de milliards, qui arriveraient au Maroc et qui serait justement un hub pour l'Europe, dont la France. C'est un projet très ambitieux, mais également le Maroc, là pour répondre directement à la question concernant le djihadisme, le Maroc est un pays qui a réussi à entretenir des relations avec les pays qui ont chassé la France, par exemple, les pays de l'AES. Le Maroc... L'Alliance des États du Sahel. Complètement. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger surtout aussi, et Burkina Faso. Mais dans les deux îles, les ministres des Affaires étrangères ont été accueillis à Rabat, et il y a des commissions mixtes. Enfin bon, il y a un dynamisme intéressant et qui continue, quoi. Un dynamisme qui pourrait facilement déplaire aussi à Alger, alors que les relations entre Alger et Paris se sont réchauffées. Oui, c'est comme si on ne pouvait pas être amis avec les deux en même temps. Et s'il y a eu à un moment donné un moment de flottement
flottement avec la France parce qu'il y avait notamment les accusations d'espionnage évoquées envers le président. Bon, maintenant, soyons très clairs, il faut montrer que l'on n'est pas content dans ce genre de cas. Les Français savent pertinemment que les Marocains les espionnent et que tous les autres pays du monde les espionnent, y compris les plus proches alliés de la France. Les Américains espionnent avec la CIA et la NSA la France. Tout le monde nous espionne et nous espionnons tout le monde. Voilà. C'est un jeu, chacun le sait. Et pour parler à des membres des renseignements de différents pays, je peux vous garantir que tout le monde le sait et se parle, même si chacun le nie clairement. Mais donc, il fallait montrer, si vous voulez, qu'il y avait un mécontentement. Maintenant, ils ne sont pas naïfs et on voit bien qu'aujourd'hui, la relation est excellente avec le Maroc. Il s'agit là que ça soit plus... que ça porte ses fruits avec des contrats, une relation qui s'approfondisse. Mais en effet, du côté d'Alger, on grince un petit peu des dents au moment où Paris essaye justement de retrouver une relation correcte avec Alger. Sébastien Lecornuquet, donc attendu ce mercredi soir à Rabat au Maroc pour l'un de ses premiers déplacements, puisqu'il est avant cela au Qatar, et une visite qui se poursuivra demain jeudi. On en reparlera très certainement sur notre antenne. Vous restez avec nous, la suite on va plus loin. Je vous remercie quand même Marie-Roger Biloa et Antoine Mariotti. On me dit d'aller vite, alors je vais vite. On va parler dans un instant de la seconde demi-finale de ce mondial, Angleterre-Argentine. À tout de suite. Bonjour, je suis Laure Manin d'Actuel, l'émission de celles qui font changer le monde. Chaque semaine, découvrez nos reportages et interviews sur ces personnes qui font bouger les lignes d'une société encore largement dominée par les hommes. Retrouvez-moi dans Actuel sur France 24 et france24.com. Vos histoires inspirent l'avenir. Votre quotidien suscite l'actualité. Vos cultures, vos combats, vos réussites sont au cœur de nos programmes. Nous racontons ceux qui ont fait notre planète et ceux qui la construisent. Nous racontons le monde, façonné par le quotidien de ceux qui y vivent. Liberté, égalité, actualité. Retrouvez la météo avec EFI. Isolation, pompe à chaleur, climatisation, tout pour garder votre maison fraîche et confortable en toute saison. Vivez mieux votre été avec EFI. Retrouvez la météo en toute sérénité avec Yomoni. Yomoni, gestion de patrimoine en ETF.